Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, développement et investissement dans les provinces du sud marocain. On reviendra notamment sur ce rapport onusien paru la semaine dernière et qui couvre la période du 1er juillet 2019 au 31 août dernier. Il s'agit en fait, et pour rappel, d'une synthèse des 2 derniers rapports présentés à l'Assemblée générale de l'ONU par son secrétaire général sur la situation au Sahara marocain. Et n'en déplaise à quelques détracteurs, Antonio Guterres a mis en avant les investissements du Maroc dans ses provinces du Sud avec une illustration de taille, celle du port flambant neuf qui se situe à 70 km au nord de Dakhla. Ce soir, nous allons donc revenir sur les principales évolutions économiques et socio-économiques dans les provinces du Sud marocain et ce depuis 2015, date du lancement par Sa Majesté le roi Mohamed VI du nouveau modèle de développement de ces provinces. Comment cette vision a-t-elle changé l'attrait de l'investissement dans ces régions? Quels sont les nouveaux secteurs porteurs? Quelques-unes des questions que nous poserons à nos invités ce soir. Bienvenue à tous. Et se joignent à nous depuis Rabat l'analyste économique Driss Aissaoui et Amin Laridi, expert international et président de la SMEX, Association marocaine des exportateurs, région Centre. Bonsoir messieurs. Tout d'abord, ma première question est pour Amin Laridi. Selon vous, comment peut-on interpréter de la manière bien sûr la plus pragmatique cette référence faite aux investissements du Maroc dans ces provinces du Sud dans le rapport présenté à l'Assemblée générale par son secrétaire général, donc de l'ONU, Antonio Guterres. Merci Madame Khadija pour cette pertinente question. Un plaisir et un honneur d'être parmi vous ce soir. Alors, de prime abord, toute la symbolique derrière le choix. Le choix par Monsieur le secrétaire général de l'ONU de parler du port de Dakhla comme un symbole de tous les investissements, de tous les développements faits par le Royaume du Maroc dans ces provinces du Sud depuis 1975 jusqu'à ce jour et que ça continuera. Alors, quand on parle de port, aussi bien épistémologiquement que historiquement que dans le benchmark en fait au présent, un port est toujours symbole de paix. Un port est toujours symbole d'ouverture, un symbole de reconnaissance internationale, un symbole aussi de prospérité mutuelle. Et c'est toute la symbolique justement de ce port de Dakhla. Et c'est tout ce que se veut ce port de Dakhla comme une locomotive de développement pour les provinces du Sud, pour tout le territoire national, les 12 régions du Royaume du Maroc, pour une bonne partie du continent africain, mais aussi un relais avec l'hémisphère nord, à savoir l'Europe essentiellement, et avec le continent nord-américain. Quand on parle d'un port, on ne parle jamais d'un îlot qui est isolé, on parle toujours d'une intégration totale. En témoigne le port de Tangemed, issu lui-même en fait d'une haute vision royale, est devenu aujourd'hui un benchmark mondial et une première africaine et la locomotive de l'économie de la région. Le port de Dakhla se veut aussi comme une locomotive intégrée aux infrastructures de la région, intégrée par voie routière. Et là, automatiquement, je fais un clin d'œil au programme ambitieux justement reliant la ville d'Agadir jusqu'au Laayoune, jusqu'à Dakhla et jusqu'au pays en fait africains frères limitrophes, notamment la Mauritanie, et on continue jusqu'au Sénégal et au-delà. Quand je parle aussi d'un port, je parle d'un raccordement au réseau électrique et à l'énergie nationale. Et encore une fois, un clin d'œil à l'énergie verte, dont une bonne partie est produite aux régions du sud du Maroc. Et c'est l'un des engagements de l'ONU. Je fais aussi un clin d'œil à l'eau et aux 50 projets justement d'assainissement, enfin 50 projets de dessalement d'eau qui sont déjà réels, qui sont dans d'autres qui sont en cours, qui permettent justement, quand on est dans les provinces du sud, on oublie très souvent, très souvent, qu'on est en plein désert. Parce qu'on a une eau qui est courante, une eau qu'on peut avoir en fait au robinet, une eau de très bonne qualité. Et hélas, on aurait aimé en fait voir ça chez d'autres pays africains. Alors, quand on parle aussi de port, on parle également de ressources humaines, on parle d'investissement dans l'humain, on parle d'un ensemble justement de portage, de secteurs portés, aussi bien le secteur de la pêche, aussi bien en fait le secteur de l'agriculture, l'industrie de tout genre, le commerce, le trading, la logistique. Mais n'est-ce pas là justement toute l'essence de ce nouveau programme de développement, de ce nouveau modèle de développement des provinces du Sud, en fait, du province du Sud, de notre cher pays, du Royaume du Maroc. N'est-ce pas là, en fait, justement, toute la quintessence de ce qui a été signé un certain 7 novembre 2015, suite, en fait, à l'anniversaire de 40 ans de la glorieuse Marche verte,
Très C'est bien. justement ça. Ces quatre en Nous fait allons pôles revenir, économiques. nous allons revenir justement à ce lancement à l'occasion de ce 40e anniversaire de la Marche verte. Je voudrais peut-être faire réagir Drissa Essaoui par rapport à cette référence faite dans ce rapport présenté devant l'Assemblée générale des Nations Unies par son secrétaire général Antonio Guterres et cette référence au port de Dakhla. Une réaction Drissa Essaoui. Moi, je voudrais tout d'abord remercier mon ami Amin Laridi de tous ces développements qu'il vient de faire sur la symbolique du port. Absolument. Effectivement, un port dans la littérature, disons, dans l'esprit des gens, est quelque chose, c'est une grande ouverture. Et le fait d'avoir parlé du port de Dakhla est un très très bon signe de la part du secrétaire général des Nations Unies sur les efforts que le Maroc a déployés au niveau de ces territoires. C'est une région qui bénéficie d'un plan de développement qui a été d'ailleurs développé en 2013 par le Conseil économique et social et environnemental marocain et qui lui a accordé quelque chose comme 80 milliards de dirhams pour pouvoir investir toutes ces sommes dans les régions, que ce soit pour le port de Dakhla ou pour les autres régions, c'est-à-dire pour l'Aïoun, pour les autres villes. Parce que quand on fait un port, il faut imaginer l'arrière-pays du port. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a l'agriculture, il y a l'artisanat, il y a un certain nombre, une multitude d'activités qui se développent justement grâce à cette ouverture sur le monde. Et d'ailleurs, Dakhla est une ville qui est connue par son ouverture sur les pays d'Afrique. Et on y tient, disons, une concertation sur cette terre-là, sur ce que pourrait être la coopération entre le Maroc et les pays subsahariens et les pays africains. Nous allons revenir justement à ce concept de hub régional à travers bien sûr les provinces du Sud. Je voudrais à présent revenir justement sur ce novembre 2015. C'était donc à l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte. Sa Majesté le roi Mohamed VI avait alors donné le coup d'envoi, ou dirais-je même d'envol, au développement des provinces du Sud marocain. En 5 ans, Amin Laridi, comment, selon vous, l'investissement a-t-il évolué dans ces régions ? Alors, permettez-moi de répondre à votre question en tant que témoin. J'ai eu le grand honneur et le grand plaisir de me retrouver en mission à l'Aïoun, au sud de mon cher pays, pendant justement la glorieuse visite de Sa Majesté de novembre 2015. Et la ville était en liesse, la ville était en joie. Et je le disais à l'époque, justement, dans une interview télé, je leur ai dit, ceux qui ont vu les images ne sont pas comme ceux qui l'ont vécu. Nous avions, au-delà de la générosité des chefs de tribu, des grands investisseurs, des représentants politiques qui est très connu, aussi bien de nos frères du sud du Maroc que de tous nos frères en fait marocains, toutes nos sœurs et tous nos frères, il y avait en fait un mouvement de foule mais incroyable que j'ai rarement vécu. Nous avions des gens qu'on ne connaissait pas et qui sortaient du Marob el-Ham et du Marob el-Hout, et ceux qui connaissent les régions du sud très bien savent de quoi je parle. C'est des plats qui sont déjà eux-mêmes un point de relais entre le nord du Maroc et la continuité africaine, parce qu'ils sont un mélange entre le riz et entre le tiam sénégalais, entre des plats en fait du nord du Maroc. Et ils les sortaient en rue, ils nous invitaient à dîner chez eux, ils nous invitaient à la cérémonie du thé, du fameux tiyi, et on n'entendait que le wunni 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 bik, marhaba bik, vous êtes les bienvenus. C'est ce qu'on entendait de chez nos frères et de nos sœurs en fait du sud du Maroc. C'est cette bienvenue, c'est cette reconnaissance, c'est cette joie qu'ils avaient d'accueillir en fait notre souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et c'est également en fait cette belle ambition, parce qu'ils savaient en fait que cette visite allait être Maïmouna, elle allait être en fait bénie, elle allait avoir aussi en fait son lot d'accompagnement, ce qui s'est fait, et ce que disait d'ailleurs mon cher ami Essaoui, c'est 77 milliards de dirhams qui ont été signés, qui ont été confortés par d'autres enveloppes budgétaires issues d'autres programmes, 77 milliards de dirhams, 120 000 emplois qui étaient escomptés, un ensemble de leviers économiques, toute une diversification, et non seulement en fait la création d'emplois, mais aussi l'encouragement de l'entrepreneuriat, et sous toutes ses formes, de la TPE, de la coopérative, et là je fais un clin d'œil aux coopératives féminines du Sud et qui ont été soutenues en fait par différents programmes, aux grandes entreprises aussi et même aux multinationales étrangères. Et j'ai la grande chance en fait de côtoyer différentes catégories de nos concitoyens en fait issus des provinces du Sud et natifs de nos provinces du Sud, aussi bien en fait les dignitaires que des gens ordinaires comme moi, etc. Et c'est cette même reconnaissance qu'on retrouve quelque part, parce qu'il y a eu une création de valeur dans l'agriculture, qui dit l'agriculture c'est un développement territorial, et aujourd'hui on voit des tomates, on voit des produits de maraîchage, des poivrons qui montent jusqu'en France, jusqu'en Espagne à partir de Dakhla.
C'est grâce aux projets en fait, qui ont été signés, aux dessalignements et aux infrastructures existantes. Ça parle de par soi-même. Qui parle aussi d'agriculture parle automatiquement de transformation agroalimentaire. Et il n'y a pas que les grandes entreprises. Il y a aussi en fait des coopératives aujourd'hui qui exportent des produits cosmétiques de très forte valeur ajoutée, bien brandés, bien protégés, issus de quoi? Issus de l'Ibil. Et j'utilise en fait une terminologie hissani, donc automatiquement du lait de chamel. On est en train de voir de plus en plus en fait de produits de la pêche qui sont dans le monde entier avec une valorisation qui est locale, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et là, on parle, C'est-à-dire, en fait, quand vous parlez de valorisation, est-ce qu'on parle ici de transformation des produits de la mer, n'est-ce pas? Absolument. Dans ces régions-là. Donc, à valeur ajoutée beaucoup plus importante que le vrac, ou en tout cas un produit la qui va transformer. majorité de la production est faite en fait localement. Et là, je parle de farine de poisson. Là, je parle automatiquement d'huile de poisson. Je parle de conserve de poisson sans parler des produits classiques qu'on connaît, à savoir le poisson surgelé ou le poisson dans son état normal. Et quand je parle de farine, d'huile, le Maroc est le principal producteur continental de conserve en fait également. Et ces huiles, c'est ce qui part en fait, c'est ce qui nous fait l'oméga 6, l'oméga 3. Donc on contribue à l'état sanitaire en fait du monde entier, comme intrant pharmaceutique. Tout ce qui est en fait farine de poisson, c'est tout ce qui est complément alimentaire pour les sportifs, mais c'est aussi en fait les produits de base pour l'augmentation du rendement d'industrie avicole, etc. Donc on est en train de contribuer à la chaîne de valeur mondiale à partir de Dakhla, mais avec une création d'emplois qui est locale. Et les détenteurs de ces entreprises sont soit à 100% ou en joint venture des gens natifs en fait des provinces du Sud. Et le tissu économique qui est autour de TPE, de PME, qui offrent des services, qui offrent des compléments, sont aussi issus des régions du Sud. C'est de cette ampleur-là de développement que je suis en train de parler, chère madame. Juste un clin d'œil aussi au secteur minier qui est très fondamental parce que 17 milliards de dirhams ont été alloués après la visite de Sa Majesté de 2015 et le programme qui a été signé. 17 milliards de dirhams de valorisation locale, 17 milliards de dirhams, c'est de l'emploi local qui était déjà fait et qui a continué. C'est aussi de la valorisation locale, c'est de la transformation locale des phosphates en engrais et en produits en fait qui sont dérivés, mais c'est également aussi, en plus de ces 17 milliards, c'est la Fondation Fos Bokra qui investit dans le sud du Maroc, dans le développement, dans la création de meilleures conditions sociales et de meilleures conditions d'accès économique, sans parler du tourisme, parce que la région est un excellent relais, on en parlera peut-être tout à l'heure, et qui joue pleinement son rôle, un relais commercial entre le nord du pays et entre en fait notre continent, notre beau continent africain, mais aussi de tourisme et de relais de services. Drissa Issaoui. Bon, après, bien sûr, cet argumentaire bien détaillé d'Amine Laridi. Je voudrais m'arrêter avec vous sur cette question primordiale qui est le développement socio-économique. Socialement, comment peut-on aujourd'hui parler de ces provinces du Sud, et notamment à travers les programmes que, bien sûr, économiques et des investissements quand même conséquents qui ont été débloqués pour ces régions, mais aussi d'autres programmes. Et là, je fais référence à ceux de l'INDH, par exemple. Oui, absolument. Vous savez, c'est un territoire où toutes les initiatives de développement ont pu se déployer de manière harmonieuse. Vous parlez maintenant de l'INDH, c'est véritablement le territoire où l'INDH a pu se déployer de la manière la plus, disons, la plus complète. On a créé des activités économiques dans des régions qui étaient complètement enclavées pendant un moment. On a parlé maintenant de Dakhla, on a parlé des produits de la mer, on a parlé, disons, de toutes les activités qui sont annexes à un port. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de voir comment les investisseurs du Maroc, de manière générale, ont été intéressés par les opportunités d'investissement qu'il y a sur ce territoire-là. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas encouragés au début à y aller. Mais d'après, disons, depuis une quinzaine d'années, aujourd'hui, nous avons des capitaux marocains importants qui se sont investis dans le secteur privé, qui ont accompagné tous les développements dont vous parlez. Maintenant, l'INDH a pu apporter justement ce pont entre l'activité économique telle qu'elle est et les citoyens marocains qui sont là et qui veulent apporter un surplus à leur famille et à leur territoire. Et ça, on le voit de manière très très concrète quand on visite justement les provinces de l'Aïoun, de Dakhla, de Smara. On voit ça de manière très claire. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, la TPME, selon vous, Drissa Issaoui, a bel et bien sa place dans ces projets d'investissement, ou parle-t-on beaucoup de gros projets, notamment d'infrastructures ou de projets quand même conséquents en termes d'investissement? Les TPE, de manière générale, l'économie marocaine, c'est quoi?
C'est 90% de PME, Mhm. TPE, Mhm. PMI, et le reste, c'est de gros investissements. Les TPE, ce sont les unités de production de grande intelligence qui se développent dans un pays pour apporter un certain nombre de services que les grandes entreprises ne pourront jamais le faire. Très bien. Donc, il faut faire confiance à ces TPE parce que c'est véritablement l'outil et l'instrument par lequel on peut créer le développement, on peut créer la transformation technologique telle qu'on la souhaite au niveau d'un territoire, comme on est en train de parler, des provinces du Sud. Et de toutes les manières, ce sont les jeunes qui sont porteurs des projets. Vous Mhm. savez, une TPE, c'est quoi? C'est un électricien, c'est un plombier, c'est un menuisier, c'est des unités de production qui sont là, qui apportent, disons, leur contribution à l'édification des grands projets dont on parle maintenant et qui sont pris en charge par les grandes structures. Mais ce qui est intéressant dans les provinces sahariennes, c'est que nous avons des investissements citoyens, des investissements qui prennent en charge la dimension sociale disons, de leur travail Mhm. et que nous avons des relations tout à fait fluides entre celui qui investit et celui qui offre sa force de travail. Très bien. Euh, Amine Lariti, vous avez évoqué ces industries de transformation et notamment des produits de la mer, de la pêche, bien sûr ce secteur halieutique. Ce qui me fait revenir à cette décision, ces lois qui ont été votées par la Chambre des conseillers en février dernier, deux projets de loi, rappelons-le, qui visent à établir la compétence juridique, n'est-ce pas, du Maroc sur l'ensemble de son domaine maritime, bien sûr, sur les 4 zones marines, à savoir les eaux territoriales, la zone adjacente, la zone économique et bien sûr le plateau continental, aussi bien en Absolument. Méditerranée que sur l'océan Atlantique, sans exception. Comment, Amine Laridi, ce nouvel arsenal juridique peut-il profiter à cette région ou à ces régions du sud du royaume? Écoutez, votre question comprend déjà un élément de réponse. C'est qui dit en fait la détermination des différents types d'eau territoriale automatiquement parle de triggers, parle en fait de catalyseurs économiques. Donc il y a déjà le volet lié essentiellement à la mer, aux ressources halieutiques, qu'elles soient poissons ou qu'elles soient algues ou autres, à leur transformation. L'élargissement de cette zone ne peut automatiquement qu'augmenter en fait l'assiette et le réservoir en fait halieutique national, profitant aux très petites coopératives. On en parlait tout de suite avec vous, avec CSAOI. Et je tiens à souligner justement tout l'appui de l'INDH à travers son troisième composant, son troisième programme qui est lié à l'inclusion en fait, économique, à la création d'activités génératrices de revenus, à tout le support qu'ils font dans tout le territoire marocain, ici avec un focus spécial sur nos provinces du Sud, donc, et qui traite justement de ce volet halieutique. On a aujourd'hui le volet algues, export d'algues, on a le volet valorisation d'algues à travers les extraits et l'industrie cosmétique. Et petite parenthèse, rien que la semaine dernière, un grand groupe national a décidé de s'installer à Lyon pour toute son activité justement emballage, une partie industrie et tout son export vers l'Afrique. Donc on parle justement, et je souligne ce qui a été dit et je le consolide, d'un tissu économique qui est patriotique et qui a envie justement de créer de l'emploi dans nos provinces du Sud et surtout notre territoire, et même dans une logique d'export. Alors automatiquement, il y a le volet cosmétique, il y a le volet en fait issu en fait de ces algues, il y a aussi le volet pêche, et on parlait tout à l'heure justement pêche et transformation de produits de pêche, et qui dit augmentation du réservoir, dit augmentation des exports, dit augmentation de la taille de l'industrie, et donc automatiquement des emplois et aussi du tissu qui en profitent, aussi bien les transporteurs, les transitaires, les financiers, les consultants, tout le tissu qui est autour, et la plupart de ces unités aussi souvent jouent un rôle de consolideur, donc automatiquement ils ne sont pas en compétition avec les très petits, mais au contraire ils sont en train de les aider à se valoriser. Donc au-delà de ça aussi, il y a un volet en fait qui est très important, c'est un volet par la suite qu'on pourrait envisager, c'est un volet justement hydrocarbures potentiellement, c'est un volet exploration en eau profonde, c'est un volet aussi en fait de commerce international qui est très fondamental parce que la région de Dakhla est en pôle position, c'est un point de gravité qui est réel entre l'Europe et entre l'Afrique de l'Ouest. Donc toute zone en fait maritime franche sur place, toute zone logistique, toute zone industrielle peut être un bénéfice qui est énorme pour les pays africains frères, pour avoir de nouveaux débouchés d'export, de nouvelles rentrées en fait en devises, de nouveaux
une bouffée d'air et d'oxygène en fait économique dont tout le monde a besoin aujourd'hui, notamment dans un contexte de Covid. Donc, et idem par rapport à nos amis aussi bien européens, méditerranéens, américains, transatlantiques, asiatiques, c'est aussi un point de focus pour leur distribution, pour leur valorisation spécialisée à destination d'Afrique. Donc, donc, il faut voir en fait cette sublimation de la souveraineté nationale qui est tout à fait légitime sur notre territoire, je dirais terrestre et aussi maritime, comme Oui. étant une continuité et comme travaillant l'intérêt en fait de toutes les parties. Puisque vous parlez de légitimité et de cette légitimité, il n'est jamais, enfin en tout cas, même si c'est d'une évidence, on peut encore le rappeler, Driss Aissaoui, la valorisation des ressources halieutiques au Sahara marocain aujourd'hui est-elle conforme au droit international? Absolument. Vous savez, le Maroc a décidé depuis le début d'agir sur ce territoire comme si c'est un territoire national. Il n'y a aucune limite à l'exploitation des ressources, à leur valorisation et surtout à l'implication des acteurs économiques dans les activités qui sont développées sur ces territoires, que Mhm. ce soit pour les produits du phosphate ou les produits de la mer ou les produits agricoles, parce qu'il y a beaucoup d'activités agricoles très pointues au niveau de ces territoires. Et de toutes les manières, le Maroc ne s'est jamais posé le problème est-ce que c'est légitime ou non, parce qu'il est sur ces territoires depuis le début. Il a essayé de négocier de manière intelligente avec les partenaires qui sont là-bas. Personne n'a voulu l'entendre. Aujourd'hui, il est là et ça continue. Et heureusement que ça continue, parce que c'est des territoires qui ne peuvent pas vivre disons, de manière isolée sans qu'elles puissent être reliées à des territoires comme le territoire marocain, parce que le Maroc est sur une plateforme, c'est un rond-point d'opportunités, que ce soit pour l'Afrique ou l'Europe ou le monde arabe. Très bien. On parle de modernisation de ces provinces du Sud en termes bien sûr d'infrastructures, une vision économique avec un business plan bien huilé. Amine Laridi, l'ouverture de représentation, vous le citiez tout à l'heure, comme cette région comme un hub vers l'Afrique, n'est-ce pas, comme Tanger Med aujourd'hui a permis au Maroc d'être un hub aussi vers l'Europe. Vous êtes un grand expert en la matière et notamment en termes de logistique et de commerce international. Est-ce que, ou en tout cas, comment l'ouverture de ces représentations diplomatiques africaines peut aider, n'est-ce pas, ou en tout cas enrichir ce concept de hub régional vers le sud? Alors, excellent. Et d'ailleurs, votre question, elle est en continuité directe de la précédente. Et comme ce que je voulais justement dire en conclusion et en ouverture, c'est qu'en Europe, en fait, comme vous le savez, il vient d'y avoir le Brexit et il y avait un accord de continuité qui a été signé avec la Grande-Bretagne et validé par le Parlement de ce pays ami et allié et qui reconnaît justement dans son volet commercial la continuité des exports marocains issus de 12 provinces du Royaume, donc automatiquement des provinces du Sud, y compris les produits issus de la pêche et de l'agriculture. Donc on exporte déjà en toute légitimité, en tout droit international, vers l'Europe, vers la Grande-Bretagne, vers tous nos partenaires économiques. Donc ça, c'est déjà de fait. Pour répondre à votre question, il suffit de voir quels pays ont déjà ouvert et combien ont été ouverts en fait de consulats. Et j'ai eu l'honneur encore une fois d'être présent lors de l'ouverture du premier consulat à Lyon. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des pays africains issus de l'Afrique francophone, de l'Afrique anglophone, hispanophone et même lusophone. D'accord? C'est des pays de plus de 20 millions d'habitants, mais aussi des nations d'1 million d'habitants. C'est toute l'Afrique, quelque part, qui est en train de réclamer justement la fin de ce faux conflit, la résolution justement de ce conflit, pour que ça joue pleinement son rôle en fait légitime et qui est déjà un rôle de fait, de continuum. Il n'y a jamais eu de séparation entre une Afrique du Nord et une Afrique post-saharienne. D'ailleurs, même le terme post-saharien, je n'aime pas parce que c'est une invention en fait quelque part issue d'une période raciste. L'Afrique a toujours été un continuum. L'ouverture des consulats est une reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ces provinces du Sud, ça va de fait, mais c'est aussi les pays africains qui réclament
justement le rôle de ces provinces comme une locomotive économique pour toute la région ouest-africaine. Et ça, c'est une réalité. Ils ont vu ce que le port de Tanger, on parlait tout à l'heure de port, a fait pour tout le nord du Maroc, pour une bonne partie du continent africain, pour la Méditerranée. Ils savent aussi que la résolution de ce conflit, que les investissements qui sont faits par notre royaume dans ce sud ne peuvent que contribuer au développement de ces pays eux-mêmes. Merci Amine Laridi. Une dernière question à Sidris Issaoui, rapidement. Qu'apporterait une solution politique aux différends dans le Sahara, aux provinces du Sud, marocain bien sûr, mais à l'ensemble de son voisinage? Et vous savez, c'est ce que souhaite le Maroc. Et le Maroc, par la voix de sa plus haute autorité, a proposé, il a tendu la main à l'Algérie qui n'a jamais voulu entendre parler de cela pour aller vers des négociations, vers une voie où l'on pourrait trouver une solution politique mutuellement avantageuse. Le Maroc ne pourrait qu'être heureux. Pourquoi? Parce que le Maroc, il est dans une logique d'intégration et d'ouverture sur le reste, sur tous les partenaires de la région. Merci beaucoup, Driss Issaoui, analyste économique, et Amine Laridi, expert international, président de la SMEX Centre, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir enrichi cette discussion autour du développement économique et des investissements dans les provinces du Sud marocain. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.